Volokin du côté de New York. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory, une actualité centrée encore aujourd'hui autour des relations, des tensions commerciales entre les Chinois et les Américains. On en a pas mal parlé encore ces dernières minutes avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane attendus pour jeudi, mais des rencontres aussi entre des représentants des deux gouvernements à partir de demain du côté des États-Unis. Des rencontres entre des responsables américains, des responsables chinois, mais hier soir, le président américain qui dit qu'il n'attendait pas grand-chose de ces réunions. Grégory Volokin, comment analyser effectivement ce qui se passe autour de ces tensions sino-américaines ? Oui, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas essayer d'analyser ce que dit Donald Trump, parce que de toute façon, toujours pas. Il dit une chose et il se contredira le lendemain. Donc, regardons les choses qui se passent vraiment au niveau du commerce entre la Chine et les États-Unis. Et là, ça se passe sur plusieurs niveaux. Alors, comme vous le dites, il va y avoir des sanctions pour 16 milliards de dollars qui vont rentrer en fonction jeudi, qui touchent pour le moment des secteurs qui sont peut-être pas forcément essentiel aux États-Unis. Ça va être des importations d'acier, de certaines pièces détachées, etc. Mais ça va pas encore toucher le consommateur américain. Sauf que dans ce qu'on appelle le pipeline, dans les projets de l'administration Trump, il y a ces fameux 200 milliards de dollars d'importations chinoises qui devraient être taxés. Et là, voilà le problème. Pourquoi le problème ? C'est qu'en fait, c'est à ce moment-là que le consommateur américain commencera vraiment à sentir les effets de cette guerre commerciale. Et je m'explique. Depuis le début de la semaine, vous avez des auditions devant le Congrès où 400 chefs d'entreprise américains viennent les uns après les autres plaider leur cause en disant aux représentants américains, et donc en essayant de parler à Donald Trump, surtout ne commencez pas à mettre des taxes et chacun parle de leur propre domaine. Alors c'est assez facile de comprendre. Par exemple, si vous fabriquez des sacs à main aux États-Unis, vous n'avez plus une seule compagnie qui produit du cuir aux États-Unis. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous devez importer le cuir de Chine. Or, le cuir serait taxé à 25%. Donc automatiquement, les sacs à main vendus aux États-Unis augmenteraient de 25%. Ça serait extrêmement difficile, à la fois pour les fabricants de sacs à main et puis pour les distributeurs aussi, de faire augmenter des prix de 25%, de pas voir leur business s'effondrer. Et on pourrait décliner la liste des produits qui, s'ils sont taxés dans cette liste de 200 milliards de dollars, auraient un impact très négatif pour le consommateur américain. Et ça a l'air anecdotique, mais on parle par exemple des gants de baseball. Tous les enfants américains jouent au baseball. Le prix de ces gants augmenterait automatiquement de 25%. Il y en a plus qui sont fabriqués aux États-Unis. On parle des casques de vélo. Là aussi, la plupart des parties de ces casques de vélo augmenteraient et les prix augmenteraient. Et ne parlons pas de l'électronique, parce que là, à ce moment-là, alors on aurait une révolution le jour où les télévisions en vente aux États-Unis, les prix augmenteraient de 25%. Alors tout ça, ça me laisse à dire, c'est que pour le moment, c'est très supportable cette guerre commerciale. Sauf que si on passe à l'échelon suivant, avec 200 milliards d'importations taxées en provenance de Chine, c'est à ce moment-là que tout est à craindre. Le marché, pour le moment, et on n'a qu'à voir la belle progression du marché qui continue, n'y croit pas. Alors espérons que ça n'arrivera pas. Oui, d'où effectivement la colère des 400 chefs d'entreprise qui sont entendus toute la semaine, vous nous le disiez, au Congrès à Washington. Grégory, dans le Wall Street Journal publié aujourd'hui, le secrétaire au commerce américain Wilbur Ross déclare que l'administration Trump reporte sine die la publication d'un rapport sur d'éventuelles taxes supplémentaires à l'importation de voitures. Là, cela concerne les négociations en cours avec l'Union européenne, le Canada et le Mexique. Le secteur automobile, Grégory Volokin, c'est un secteur particulièrement touchy, particulièrement surveillé, et là aussi dans ces discussions commerciales. Oui, là on a l'impression que ça avance d'une façon favorable. Déjà depuis la rencontre qu'il y avait eu à Washington avec Merkel et avec Juncker surtout, mais on a l'impression, en entendant les déclarations, que les négociations au niveau de l'ALENA avec le Mexique avancent assez rapidement, et c'est aussi bien dans l'intérêt des Américains que des Européens d'arriver à un accord sur ces tarifs pour les automobiles,
Pourquoi? C'est assez simple. Les Américains, ils exportent pas vraiment de voitures en Europe, donc des impôts supplémentaires ou des taxes supplémentaires, ça les effraie pas vraiment. Par contre, les Européens exportent énormément aux États-Unis et ils ont tout intérêt là à négocier avec les États-Unis. Donc, je le disais depuis des semaines, je pense qu'on arrivera là à un accord parce que ce n'est pas un dossier si compliqué, puisqu'il n'y a pas une vraie concurrence commerciale, je dirais, entre les États-Unis et l'Europe au niveau de l'automobile. Donc ça, c'est une lueur d'espoir. Et le fait que, comme le dit Gilbert Ross, on repousse à plus tard, c'est tout simplement, ça veut dire qu'on est en train de négocier, mais qu'on n'est pas en train de négocier trop durement, parce qu'autrement, je pense qu'il ne se serait pas gêné de dire attention, ces tarifs vont entrer en vigueur d'ici quelques jours. Mais pour revenir, Grégory, donc sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, là, plus précisément, est-ce qu'on peut pas se dire finalement que ce qui pousse le président américain dans ses prises de position vis-à-vis justement des autorités chinoises, ce sont les marchés, c'est-à-dire il met la pression sur la Chine quand ça va plutôt bien du côté des marchés, quand ça devient plutôt fébrile comme au mois de juillet, on a pu le voir, Donald Trump, il a desserré, si je puis dire, la pression vis-à-vis des Chinois. Est-ce que ce qui drive Donald Trump, finalement, Grégory, ce sont les marchés? C'est très bien observé parce que ça montre à quel point Donald Trump en fait est collé devant sa télévision. Et ça, on le sait. En fait, il regarde Fox News. C'est à peu près sa seule source d'information. Et quand il voit que les marchés vont bien, il se dit je peux m'autoriser à faire des déclarations qui sont tonitruantes parce que ça n'aura pas des effets trop négatifs. J'ai une marge de manœuvre. Regardez par exemple quand il a parlé du dollar hier, c'est exactement la même chose. Il disait il faut pas que la Fed monte les taux, etc. Résultat, le dollar a baissé. Le dollar a baissé, mais il faut pas oublier qu'il a baissé à un moment où il avait fait un rallye très important puisqu'il était au plus haut depuis des mois face à l'euro. Donc en fait, je dirais, le fait que les marchés aillent dans le sens plutôt souhaité et souhaitable pour les États-Unis ne font qu'augmenter la liberté de parole de Donald Trump. Il se sent en gros à la fois intouchable et il n'a pas peur d'une sanction des marchés. Maintenant, il faut savoir que les marchés ne montent pas tous les jours continuellement et il faudra voir quelle sera sa position quand ça ira moins bien. Et là, il prépare le terrain en fait, parce que quand il commence à critiquer la Réserve fédérale en disant que Powell il monte trop les taux d'intérêt, il est en train de préparer tout simplement le moment où l'économie américaine ira moins bien et à ce moment-là, Donald Trump dira mais c'est pas moi, c'est parce que c'est la Réserve fédérale, c'est Jérôme Powell qui a monté les taux, qui a cassé la croissance, alors que moi, Donald Trump, je suis toujours là pour essayer de continuer à faire America Great Again, comme il le dit. Donc, il prépare aussi le terrain. Il est malin, ça veut pas dire qu'il est intelligent. Dans l'actualité aussi, bien entendu, ce que vous suivez, Grégory Volokin, il y a cette annonce qui a été importante pour l'évolution de la finance. JP Morgan qui annonce un service de trading gratuit et qui s'appelle You Invest. Qu'est-ce que c'est exactement que ce service et en quoi c'est très important pour l'évolution de la finance, Grégory? Dès qu'on dit gratuit, évidemment que c'est très important parce que, juste pour revenir un peu dans le temps, c'était il y a 2 semaines que Fidelity, le grand fonds d'investissement, avait commencé à proposer des produits d'investissement qui sont des trackers, des ETF, qui sont très très populaires, gratuitement, sans qu'il y ait de commission et sans qu'il y ait de frais de gestion. Là, JP Morgan, il dit tout simplement, si vous avez un compte You Invest, sans minimum chez nous, vous allez pouvoir faire gratuitement, sans trade en bourse, sans opération, une centaine d'opérations en bourse. Pourquoi est-ce que c'est important? D'abord, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de compagnies dont le modèle de business est basé justement sur les revenus du trading. Alors vous avez évidemment encore en Europe beaucoup de ces compagnies de trading online qui doivent regarder ça avec beaucoup d'inquiétude. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, toutes les compagnies qu'on appelle discount brokers, E-Trade, Ameritrade, Schwab, baissé de 3, 4, 5%. Parce qu'en fait, si le trading n'est plus une source de revenus, il faut changer pour beaucoup de monde son modèle de business. Et je dirais tous les jours, et ça c'est vraiment actuellement très très important dans la finance, mais dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on voit que l'intermédiation, donc que l'intermédiaire est en train de se faire diminuer petit à petit et ces marges sont en
train de diminuer, que ça soit dans la distribution, que ça soit dans la vente de médicaments ou que ça soit dans la finance. Donc voilà le signe du temps, JP Morgan qui va offrir gratuitement ses services au niveau des exécutions d'ordre en bourse à ses clients. Et puis vous vouliez nous parler aussi d'Amazon, Amazon qui engage un cardiologue très réputé. Oui, c'est un cardiologue, Mark Moujar, je crois qu'il s'appelle, qui vient de MIT, de Harvard. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en gros, ce cardiologue quitte la médecine, quitte l'enseignement médical pour travailler pour Amazon. Alors on se demande pourquoi. Amazon a beaucoup de projets au niveau de la santé, puisqu'ils se sont alliés avec JP Morgan, Berkshire Hathaway pour former un consortium. Mais il semble aussi qu'au niveau de la santé, la technologie est en train d'être un secteur vraiment où il y ait une volonté très très forte d'investir. On parle d'intelligence artificielle. Vous avez des médecins qui travaillent maintenant chez Facebook, par exemple, au niveau des scanners et de l'analyse des images. Vous avez Google qui fait énormément d'efforts de ce côté-là. Évidemment, Apple, n'en parlons pas, avec toutes leurs applications au niveau de la santé, de la médecine. Ça va toujours dans ce même sens. Amazon, c'est pas seulement un site commercial, c'est aussi un site qui a énormément de données au niveau de leurs clients, au niveau de leurs dépenses santé petit à petit, puisqu'ils se lancent aussi là-dedans. Et c'est qu'un signe de plus que Amazon, tôt ou tard, sera un peu dans tous les secteurs où pour le moment ils ne sont pas vraiment présents. On parle de la finance un jour, on parle de la santé un autre jour. Voilà, Amazon qui engage ce cardiologue très réputé qui vient de MIT et de Harvard. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Du côté des